Midi pile, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal régional Pays de la Loire de la mi-journée. Une édition spéciale entièrement consacrée à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'heure de vérité approche. On attend d'une minute à l'autre la décision du gouvernement. Nous irons du côté de la ZAD. Comment les opposants ont-ils vécu cette matinée? Sont-ils plus optimistes que jamais? Mais aussi du côté de Saint-Aignan de Grandlieu, l'enjeu est important pour la commune. Et puis vous entendrez les différentes réactions des élus divisés, eux aussi, sur ce dossier. Mais tout de suite, on va prendre la direction de l'Élysée, où se tient le Conseil des ministres. Édouard Philippe doit prendre la parole à l'issue de ce Conseil. Tout le monde est en attente. On va retrouver en direct Julien Gasparuto. Bonjour. Une chose est sûre, la réponse sera connue aujourd'hui. On l'a appris via un communiqué. Mais est-ce que l'on en sait un peu plus sur l'horaire ? Pour l'instant, non. On nous a dit à partir de 12h30, en tout cas, le dénouement approche. Vous l'avez dit, c'est certain. Édouard Philippe s'exprimera à l'issue de ce Conseil des ministres et il annoncera cette décision donc tant attendue. Il sera accompagné de 4 ministres. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, Elisabeth Borne, la ministre des Transports et puis bien sûr Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre a rencontré le président de la République lundi soir et selon nos informations, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris leur décision. Alors vont-ils annoncer un nouvel aéroport ou au contraire un réaménagement de l'aéroport déjà existant? Pour l'instant, rien n'a filtré dans l'exécutif, mais dans la majorité, de nombreux parlementaires laissent plutôt penser qu'on se dirige vers la deuxième option, c'est-à-dire un abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que nous pressentons et ce ressenti est général, me confiait à l'instant un député de la majorité. Merci Julien Gasparuto. En direct de l'Élysée, il y a bien sûr l'attente de cette décision, mais il y a aussi la fameuse question de l'évacuation de la ZAD. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a affirmé hier matin que la ZAD sera évacuée des éléments les plus radicaux. Alors sur place, quelle est l'ambiance? Éléonore Duplay, vous y êtes sur place. C'est calme ou est-ce que l'on sent une tension particulière? C'est une ambiance assez étrange qui règne ce matin à Notre-Dame-des-Landes. L'attente évidemment d'une annonce qui paraît aujourd'hui imminente, mais aussi une forme de tension générée par l'annonce hier soir de l'arrivée massive de forces de l'ordre sur le secteur. Des forces de l'ordre qui ne sont ce matin pas visibles aux abords de la ZAD, à l'exception d'un hélicoptère qui survole le secteur depuis déjà plusieurs jours. L'expulsion en tout cas, les occupants de la ZAD n'y croient pas pour des raisons légales. Écoutez. Tous les habitants qui vivent sur la ZAD, qu'ils soient historiques ou squatteurs arrivés depuis quelques années, sont des habitants de la ZAD. Il n'y a pas de paysans néo-ruraux pacifiques et de mouvances radicales violentes. Ça n'existe pas. Nous, on se tient ensemble et on se protégera les uns avec les autres, quoi. En fait, légalement, les lieux sur la ZAD ici ne sont pas expulsables. 14 habitations, en fait, lieux de vie, ont eu une procédure nominative et donc bénéficient de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars. Donc ceux-là ne sont pas expulsables. Et une bonne soixantaine d'autres lieux, en fait, n'ont pas eu de procédure nominative. Donc légalement, il n'est pas possible de les expulser avant une procédure. Donc voilà, on a toute confiance que le droit sera appliqué et que ceux qui prétendent s'en prévaloir ne viendront pas expulser tant qu'il de toute façon, il n'y a pas eu ces procédures. 2 heures après que le Premier ministre aura rendu sa décision, les opposants ont prévu de tenir une conférence de presse, le temps pour eux d'en discuter ensemble et de se mettre d'accord sur la conduite à suivre face aux médias, très nombreux aujourd'hui. Une soirée rassemblera ensuite les différentes composantes du mouvement, soirée prévue à partir de 18h dans le hangar de la Vacherie sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Merci Éléonore Duplay. On vous retrouvera en fin de journal sur la ZAD. C'est un historique que nous allons entendre à présent. Julien Durand est l'un des leaders de l'opposition. Son combat, il le mène depuis 40 ans contre Notre-Dame-des-Landes. Et il a de l'espoir, plus que jamais, a-t-il confié ce matin au micro d'Éléonore Duplay. Un petit peu anxieux d'avoir la réponse, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on l'aura. Parce qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet du projet de Notre-Dame-des-Landes, s'il continue ou pas, s'il y a l'aménagement Nantes-Atlantique, et aussi la problématique d'une évacuation ou pas de la zone. Donc voilà. Tant qu'on n'a pas les données complètes, on ne peut pas dire grand-chose, quoi. Et puis ça peut ajouter aussi un peu d'angoisse pour tout le monde, quoi. Ça vous inquiète l'arrivée des forces de police, là? Pas forcément, parce qu'on est habitué que quand il y a des événements comme ça, donc à avoir ce déploiement-là, on pense que c'est plus pour protéger les établissements publics de Rennes, de Nantes, puisque les comités de soutien ont appelé à des rassemblements.
Donc moi j'en profite quand même pour lancer un appel à la sérénité lors de ces rassemblements, que ça se passe dans le calme et puis la dignité, puis le respect aussi des personnes et puis des bâtiments. Et surtout avoir le souci que ces rassemblements-là ne dégénèrent pas pour ne pas hypothéquer l'avenir immédiat de la ZAD. Alors, vous l'avez compris, on est partout dans l'attente, mais à l'aéroport Nantes-Atlantique, l'activité se poursuit. C'est, je vous le rappelle, le 9e aéroport français en termes de trafic. La barre des 5 millions de passagers par an est en vue. Le trafic est en hausse, mais les infrastructures ne suivent pas forcément. Cathy Collin, même question. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière ce matin à l'aéroport Nantes-Atlantique ? Et oui, un aéroport en bonne santé, surtout sur le plan de la fréquentation, en nombre de passagers, plus 13% d'augmentation par rapport à 2016. La barre des 5 millions de passagers a été franchie en 2017 et par 2 fois plus de 500 000 passagers par mois contre une seule fois en 2016. Alors c'est bien le nombre de passagers qui augmente plus que le nombre de vols, puisqu'en fait les avions sont mieux remplis. Une vingtaine de compagnies aériennes travaillent ici. Elles desservent 15 pays, principalement en Europe et en Afrique du Nord. Et elles ne se plaignent pas vraiment d'une saturation, c'est plutôt la direction de l'aéroport qui souhaiterait un aérogare plus grand. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les premiers intéressés, les passagers rencontrés ce matin. Qu'il faille améliorer celui-là, oui, certainement. Mais en construire un deuxième, je ne vois pas vraiment la nécessité. Nous, l'aéroport Atlantique nous convient très bien. Il est saturé, ne serait-ce que les parkings. Et puis il n'y a pas tous les vols qu'on souhaite prendre, qu'on pourrait prendre. Alors la question de la fréquentation, bien sûr, elle se pose à plus long terme. 9 millions de passagers prévus à l'horizon 2040. Mais dans l'immédiat, ce qui pose problème, c'est la piste. Elle est bosselée jusqu'à 3 mètres de différence de niveau. Elle est également courte, 2900 mètres. Et c'est seulement via des dérogations que les avions peuvent atterrir ici. Et pour cause, le dossier Notre-Dame-des-Landes a bloqué les investissements. C'est surtout là-dessus qu'il y a urgence pour prendre une décision. Merci Cathy Collin, vous étiez en direct de l'aéroport Nantes-Atlantique. Et parmi les communes concernées, il y a bien sûr celle de Saint-Aignan de Grandlieu, dont le bourg est situé à 1,2 km de la piste de l'aéroport Nantes-Atlantique. L'enjeu est important aussi pour tous les riverains qui supportent au quotidien des nuisances sonores, avec par exemple l'été dernier 25 vols en moyenne par nuit. On va retrouver Christelle Pinault. Quel est l'état d'esprit ce matin à Saint-Aignan de Grandlieu ? Eh bien oui Marion, nous sommes donc ici à Saint-Aignan de Grandlieu, commune limitrophe de l'actuel aéroport où résident un peu plus de 3500 personnes ici aux portes de Nantes. Le maire Jean-Claude Lemasson, partisan du transfert, attend fiévreusement la décision, partisan pour des raisons de nuisance, vous l'avez dit, du fait également de l'augmentation du trafic ces dernières années. Pour mémoire, les habitants ici avaient voté à plus de 71% pour ce transfert lors de la consultation de juin 2016, mais dans une commune voisine à Bougnay, là où se situe l'actuel aéroport, eh bien, les résultats avaient été beaucoup plus mitigés. Nul doute que cette journée aura une coloration particulière, évidemment, pour ces habitants ici de Saint-Aignan de Grandlieu. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies ce matin dans l'attente. À titre personnel, je prends souvent l'avion, je vais vous dire une chose, je ne devrais pas le dire, mais ça m'arrange si ça reste ici. Voilà. À titre personnel, voilà. Mais j'ai voté quand même pour le transfert. On a acheté en pensant que l'aéroport allait déménager. À l'époque, il n'y avait pas de débat. Enfin, moi, je ne connaissais pas le dossier avant. Je suis arrivé, tout le monde nous disait que c'était fait, que l'aéroport allait déménager. C'est après qu'on a découvert les débats, sans fin, les recours, les zadistes. On était très loin de tout ça. Et là, on est un peu dépité, effectivement. S'il y avait abandon du transfert, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous, on ira justement prendre la place des zadistes ici. Voilà, on ira occuper le bout de la piste, comme ça il n'y aura pas d'agrandissement. Jean-Claude Lemasson, le maire donc de cette commune, est arrivé en toute fin de matinée ici à l'hôtel de ville, déjà largement sollicité depuis les premières heures de la journée pour des réactions. Si l'abandon du projet était acté, eh bien, il agite déjà le spectre d'un scénario sombre sur le modèle de Goussainville, cette commune de région parisienne proche de l'aéroport de Roissy qui s'était progressivement vidée de ses habitants. Merci Christelle Pinault pour toutes ces précisions. Un suspense insoutenable. Tout le monde attend donc une décision imminente. Le Conseil des ministres s'achève en général aux alentours de midi. Xavier Roland, bonjour. Dites-nous tout. Est-ce que l'on en sait un peu plus ?
Alors c'est une journée importante, mais on peut déjà vous l'annoncer, la décision va être prise et annoncée donc tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres, certainement aux alentours de 12h30. On vous l'annonçait dès hier. C'est important. Édouard Philippe, le Premier ministre, va s'exprimer en compagnie de 4 ministres, dont, c'est très symbolique, Nicolas Hulot. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, eh bien, selon nos sources, le Premier ministre va certainement annoncer la fin du projet de Notre-Dame-des-Landes, l'enterrement de ce projet d'aéroport. Donc vous parlez de l'enterrement de ce projet. Il y a un indice supplémentaire qui va dans cette direction. Depuis hier, même avant-hier, les forces de l'ordre se déploient dans notre région. Oui, 450 CRS déployés sur Nantes et sur Rennes. Ils sont là, non pas pour intervenir sur la ZAD, mais vraiment pour sécuriser Nantes et Rennes, parce que le gouvernement redoute évidemment quelques réactions après l'annonce. Il faut rappeler quand même, puisque beaucoup de gens parlent de l'évacuation de la ZAD, on ne peut pas expulser les gens comme cela en France. Vous êtes, même si vous êtes en situation illégale, à partir du moment où votre lieu, vous êtes depuis plus de 3 jours sur un lieu qui devient votre habitation, vous ne pouvez pas être expulsé durant la fameuse trêve hivernale, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars. Merci Xavier Roland. Alors vous l'avez dit, pas d'unité de CRS sur la ZAD, mais des forces de l'ordre déployées aux alentours de Nantes, mais aussi de Rennes. Le périmètre a été étendu jusqu'à la capitale bretonne. Est-ce que l'on sait, Jérémy Armand, si ce dispositif est là aussi important ? Dans la capitale bretonne, 2 compagnies de CRS sont arrivées en renfort, m'a confié une source policière, pour assurer la sécurité et prévenir d'éventuels débordements ici en cas de manifestation. Par ailleurs, la section spécialisée de la gendarmerie, la CRS numéro 9, dotée de canons à eau et de barrières déployables, se tient également en alerte. Côté gendarmerie, des escadrons de gendarmes mobiles sont également prévus. Un dispositif de sécurisation urbaine musclé prévu pour la capitale bretonne, un foyer traditionnel de contestation à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, avec notamment des épisodes de violence et de dégradation survenus en 2016. Et d'ailleurs, à ce titre, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, a écrit un courrier ce matin au Premier ministre pour lui demander des garanties quant à la sécurité de sa ville. À Rennes, les réseaux anti-Notre-Dame-des-Landes sont suspendus à la décision du gouvernement et en cas d'intervention musclée dans la ZAD, ils prévoient déjà de se rassembler. Merci Jérémy Armand. Vous étiez en direct de Rennes. Alors on va reprendre la direction de Saint-Aignan de Grandlieu où nous allons retrouver Jean-Claude Lemasson. Bonjour, vous êtes le maire de cette commune. Vous l'avez dit clairement, si l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ne se fait pas, ce sera la mort de votre commune. Visiblement, on ne se dirige pas vers cette décision. Quelle est votre réaction ? J'attends la décision. Je pense que il y a beaucoup de fake news sur ce dossier depuis de longues années et de longs mois, et plus précisément encore ces derniers instants. Donc attendons à ce que la décision soit donnée. Il est clair, effectivement, et ce que vous disiez en introduction est tout à fait juste, s'il y a maintien de Nantes Atlantique, c'est la mort programmée de la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Merci Jean-Claude Lemasson pour cette réaction immédiate. On va à présent entendre les élus. Ils se sont battus pour ou contre ce projet. Le suspense est long pour eux aussi. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, fait partie des opposants à ce projet depuis plus de 20 ans. Est-il optimiste ? On l'écoute. Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, ils héritent d'une situation dont tout le monde sait qu'elle est devenue inextricable, tant sur le fond que sur la forme. On peut s'envoyer à la figure le référendum contre les études, contre les différents rapports qui n'ont pas été suivis des faits, etc. Ce qui est sûr, c'est que lui, il a dit on va trancher. On ne va pas se relancer dans des hésitations, dans un jour c'est oui, un jour c'est non, comme on l'a connu pendant 5 ans. Sans doute aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Il a dit entre le 15 et le 30 janvier. Oui, mais là, nous sommes aujourd'hui le 17 janvier. Donc nous sommes dans le bon calendrier. Et puis à l'inverse, Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs, ancien président de la région Pays de la Loire, défend le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il évoque quant à lui la notion de courage. On l'écoute. Il faut désormais trancher et j'attends du président de la République qu'il tranche, qu'il soit courageux, qu'il ne cède pas devant les zadistes, devant les ultra-violents. Bien sûr, c'est une décision difficile. Et moi, je la comprends, parce qu'elle a des risques. Mais pour que vous puissiez prendre ces risques-là, il faut que la décision soit légitime. Or, dans une démocratie, dans un état de droit, qu'est-ce qui fonde la légitimité ? C'est le vote et c'est le droit. Le vote des habitants, après le référendum de Loire-Atlantique, le droit, c'est-à-dire près de 180 décisions de justice. Alors le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard va dans le même sens. Il est favorable au projet. Il faut respecter pour lui le vote démocratique. Écoutez-le. Il y a un moment où il faut décider. Or, il y a eu un référendum.
Le référendum a indiqué que la majorité de la population était favorable à cet investissement, à cette implantation d'aéroport. Il est donc indispensable de respecter tout simplement le vote démocratique. C'est du reste ce qu'avait dit Nicolas Hulot à la fin au moment de la proclamation des résultats du référendum, en disant je m'incline, j'ai été hostile mais je m'incline parce que la force de la démocratie s'impose à tous. Parmi les farouches défenseurs de ce projet, Alain Mustière, président de l'association des Ailes pour l'Ouest. Il était notre invité dans notre journal hier soir et il voulait à ce moment-là y croire encore. J'ai une conviction. Nous avons des convictions aux Ailes pour l'Ouest. Nous nous battons depuis 5 ans pour que ce projet aboutisse. Donc vous pensez bien qu'on n'est pas à la veille d'avoir une décision pour trancher sur une autre position. On a toujours celle-là, on a fait défendre, on a défendu nos arguments au pied à pied. On a dit pourquoi le rapport des médiateurs ne répondait pas à la question du président de la République et du Premier ministre. Donc notre stratégie, elle est jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, de dire le meilleur sens, le sens de la décision, c'est d'aller à Notre-Dame-des-Landes, c'est de ne pas enterrer le projet. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le projet dont vous avez l'impression d'entendre parler depuis toujours. C'est normal, c'est la plus vieille lutte en France. 53 ans déjà, une longue histoire émaillée de luttes et d'impuissance du pouvoir politique. On revient sur les 10 dates clés avec Christine Villevoisin. L'histoire de Notre-Dame-des-Landes remonte aux origines de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. C'est à sa demande que dans les années 60, la préfecture de Loire-Atlantique se met en recherche de terrain pour accueillir le Concorde. La première date importante, c'est 1974, la création de la ZAD, la zone d'aménagement différé, 1225 hectares acquis par le département. L'opposition des agriculteurs se met en marche, la crise pétrolière fait le reste, le projet va rester en veille pendant 26 ans. C'est le gouvernement de Lionel Jospin qui le remet sur les rails lors du comité interministériel du 26 octobre 2000. Les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles, notamment européens. Le projet prend corps le 23 janvier 2002 avec la création du syndicat mixte. Autour de la table, François Fillon, président de la région, et Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes. Au total, 15 collectivités pour piloter le futur aéroport. Après des années de débats et d'enquêtes, souvent houleuses, le projet est déclaré d'utilité publique le 10 février 2008. L'État décide alors de déléguer ce service public et signe le 29 décembre 2010 avec AGO, filiale de Vinci, un contrat de 55 ans. Pendant ce temps, la résistance s'organise. De jeunes altermondialistes qui rebaptisent la ZAD zone à défendre s'installent à Notre-Dame-des-Landes. Et le 11 avril 2012, 2 agriculteurs entament une grève de la faim contre les expulsions et expropriations. Résultat, à la demande de Vinci, 1200 gendarmes sont mobilisés le 16 octobre 2012 pour déloger les squatteurs lors de l'opération César qui va virer au fiasco. Il faut alors apaiser les tensions. Le 30 novembre 2012, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, annonce une commission du dialogue qui va auditionner opposants et partisans, mais n'empêche pas des manifestations parfois violentes et même le blocus du pont de Cheviré. Pour espérer sortir de l'impasse, François Hollande propose une consultation des habitants de la Loire-Atlantique. Le 26 juin 2016, les électeurs disent oui à 55% au transfert de l'aéroport, mais François Hollande est battu. Emmanuel Macron l'avait annoncé pendant la campagne. À peine élu, il nomme 3 médiateurs. Ils vont étudier la possibilité d'une alternative à Notre-Dame-des-Landes. Le 13 décembre 2017, ils remettent leur rapport au Premier ministre. 52 ans se sont écoulés depuis l'origine du projet. On va clore pour ce midi ce dossier Notre-Dame-des-Landes. Dans le reste de l'actualité, des perquisitions sont en cours chez Lactalis. Des gendarmes ont débarqué vers 9h15 au siège social de Lactalis, à Laval, mais aussi à l'usine de Cran. Une enquête confiée à la section de recherche d'Angers et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Des perquisitions qui font suite à l'ouverture le 22 décembre dernier d'une enquête préliminaire pour blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée par le danger pour la santé publique et inexécution d'une procédure de retrait.
C'est la fin de ce journal. Surtout, restez avec nous. À décision exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous vous donnons rendez-vous à 13h pour une émission spéciale avec de nombreux invités. Françoise Vercher, farouche opposante à ce projet. Jacques Auxiette, ancien président de la région Pays de la Loire. Et puis un avocat de la CIPA. Et nous vous donnons également un autre rendez-vous à 18h15 pour une seconde émission spéciale. C'est la fin de ce journal. Très bon appétit à tous.